criminel. On parle bien sûr de ses amis, hein, Martin Luther King, Malcolm X, Medgar Evers, Harry Belafonte, Sidney Poitier, Marlon Brando. Ils sont plus influents peut-être, non? Non, je pense que simplement, eux, ils étaient plus politiques, ils étaient plus chefs de parti, alors que Baldwin, c'est l'artiste, c'est la personne qui, de lui-même, s'est dit, j'ai un pouvoir, celui des mots, j'ai une perception du monde, je vais essayer, grâce à mes romans, grâce à mes essais, grâce à ma verve, de faire la différence, mais je ne serai d'aucun bord. Et peut-être que ce qu'il a perdu un peu, c'est le fait qu'il n'était irrécupérable. Mais peut-être que 30 ans après sa mort, c'est ce qui en fait toute la richesse et toute la beauté. Parce qu'il a pu à la fois parler à Malcolm X, mais à Martin Luther King, mais aussi parler aux Blancs, mais aussi parler aux Français, mais aussi parler aux Algériens, et essayer de ne jamais être prisonnier de qui que ce soit, parce qu'il veut parler la vérité. Il veut dire la vérité aux gens pour qu'ils arrivent à faire une différence. Et aujourd'hui, on voit bien que tout son témoignage, puisqu'il appelait vraiment ça témoigner, c'est exceptionnel. On a un trésor dans les mains et ça me révolte qu'on ne s'en sert pas assez. Mais comment expliquer qu'il y a cette ignorance autour de lui? Comment expliquer ça? Oh, je pense déjà que à la mort de ses amis Martin Luther King, Malcolm X et Medgar Evers, qui sont morts, doit-on le dire, juste avant leurs 40 ans. Ils sont tous les deux morts à 39 ans. Baldwin lui-même est mort à 63 ans, ce qui n'est pas vieux. Mais à la mort de Martin Luther King, donc le 4 avril 1968, Baldwin est tombé dans une dépression. Il n'avait plus envie. Il s'était battu pendant une dizaine d'années. Il n'avait pas épuisé son courage pour essayer d'aller dans le sud, d'aller à droite, à gauche, de parler aux blancs sur les plateaux télé, de parler aux noirs dans les marches, pour essayer. Et il a vraiment très peu dormi. C'est un homme qui brûlait. Il a vraiment brûlé. Il a brûlé sa vie à vouloir faire une différence. Et à la mort du rêve, donc de Martin, il s'est dit à quoi bon? On essaie de faire des choses, de tendre la joue, d'expliquer, et une balle vous tue l'espoir, vous tue, et ça l'a mis en l'air. Oui, ça l'a fusillé. Et voilà. Et il lui a fallu 3-4 ans pour essayer de reprendre du poil de la bête. Et après, il a définitivement pris pied chez nous, à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la France. Et là, pendant les 17 années de sa fin de vie, il est resté chez nous. Tout le monde venait le voir. Il a quand même écrit, mais son thème était moins sur le racisme, moins sur l'Amérique que sur l'amour. Il avait fait un pas, donc il était plus axé sur l'amour et presque le partage, parce qu'il avait compris aussi qu'il ne pouvait plus, vu qu'il avait perdu on va pas dire ses mentors, mais ses référents, ses amis avec lesquels il avait crié ça, pour lui il avait la vision de voir la vie d'une autre manière avec ces amis-là. Il ne pensait pas être séparé d'aussitôt avec eux. Absolument. Donc quelque part, il s'est retranché autour de l'amour en se disant, voilà, ma vision sera celle-là, il y aura un peu moins de combativité. Oui, et surtout de voir que finalement, la personne en face, on essaye de la convaincre que nous, Noirs, nous sommes des êtres humains, voilà. Et de voir que finalement, peut-être que Martin avait tort, peut-être qu'on ne peut pas en parler parce qu'il faut déjà présupposer que la personne en face a une âme, a une conscience. Et quand on voit que ces gens peuvent marcher sur des femmes, sur la poitrine des femmes, balancer des noirs avec les lances à incendie contre les murs, lancer les chiens sur les enfants, et tout ça, ça vous éprouve ça vous éprouve vraiment votre capacité à penser que l'autre a de la valeur. Et Baldwin s'est toujours accroché en disant, si l'autre personne en face de moi est une personne malade, une personne qui a une histoire qu'il dénie totalement. Oui, il se complaisait dans ça en tout cas, parce que c'était peut-être aussi un moyen d'exister. Pour lui, c'était un moyen de continuer de vivre, parce que si il enlevait la vie, la compréhension de l'autre, quelque part selon lui, il s'effaçait aussi.
Totalement. La complexité humaine, ça a été toujours le credo de Jimmy depuis qu'il est venu chez nous très jeune. Hein. Je rappelle qu'il s'est installé à 24 ans avec le reste d'une bourse parce qu'il ne pouvait pas faire son métier d'écrivain chez lui. Donc il est parti un 11 novembre 48 à 24 ans avec 40 $ en poche. Il s'est installé à Paris en disant c'est marche ou crève, ou je deviens écrivain et je fais ma vie d'écrivain, ou alors j'arrête et je me fous en l'air. Donc, et donc, il avait 4 cerveaux. Voilà, comme on en avait parlé. Il avait il avait cette sensibilité à fleur de peau de son enfance pauvre et misérable à Harlem. Il avait cette intuition et cette intelligence d'un enfant précoce qui a lu tôt et qui s'est émancipé psychologiquement. Il avait, à l'adolescence, il a rejoint un lycée majoritairement blanc et juif, du Bronx, donc loin de Harlem, où il a pu récupérer, puiser des connaissances. Puiser et connaître l'autre, et connaître et fréquenter l'autre. Parce que quand même, à son époque, lui, né en 24, Harlem était plutôt entièrement noir. Donc le fait blanc, on le rencontrait très peu. On en avait peur parce qu'on en avait des idées. On savait que le propriétaire était blanc, mais souvent ceux qui venaient récupérer l'argent, il était juif. Donc il y avait une sorte d'antisémitisme à Harlem du juif, mais en fait c'est le seul blanc qu'on voyait. Mais donc Baldwin, quand il est venu, enfin quand il a étudié dans ce lycée du Bronx, il a connu des amis blancs qu'il suivra tout au long de sa vie, dont le grand photographe Richard Avedon, qui était un grand ami à lui. Et donc, il va sortir de ce lycée convaincu que, en fait, c'est un malentendu entre tout le monde et qu'il a même de réconcilier tout le monde. Il a ce rêve, se dire, il y a des histoires qui sont mal dites, il y a des mythes. Bons et les gens. Et c'est pour ça qu'il est resté dans le partage et l'amour, parce qu'il n'y a que ces deux éléments-là, surtout l'amour, qui vous permet de vous désinhiber des choses d'avant pour pouvoir partir sur un nouveau chemin. Et je pense que ce credo de l'amour, il a repris à la fin, avec toute cette déception sur ces batailles sociales, ethniques et tout ça, il a dit non, finalement tout ce que j'ai à proposer comme héritage pour le futur, pour les jeunes, c'est l'amour. Mais pas cet amour passif, cet amour romantique, un amour actif, un amour mature, un amour de si je t'aime, je dois t'ouvrir les yeux pour te faire voir, et si tu m'aimes, tu me dois de même, la même chose. Oui, c'est l'amour du partage, c'est l'amour la prise de conscience de la capacité de chacun à exister et être aussi différent. Et à reconnaître l'autre dans tout son poids humain. Ouais. Et c'est beau, parce que chez Baldwin, quand il vient à Paris, c'est ce qu'il va découvrir, cette humilité qu'il n'est plus un noir à Paris, il est un Américain. Il est un Américain. En 48, c'est la fin de la guerre, il est plus traité en Américain qu'en tant que noir. Et donc il va, avec son regard, interroger tout le monde, regarder tout le monde. Qu'est-ce qu'un Français? Qu'est-ce qu'un Algérien? Qu'est-ce qu'un Africain face à un Noir américain? Et donc, tous ces jeux de différence, de trucs comme ça, vont lui apporter une richesse de points de vue terrible. Et où il va se rendre compte qu'un Noir américain, il n'a plus de patrie d'origine. Il est américain, qu'il le veuille ou non. Et qu'il faut qu'il s'accepte en tant que tel. Il ne peut pas se revendiquer de l'Afrique, dans la mesure où... En fait, non, il n'y est pas primo, et puis il est déjà né sur le sol, donc il a sa part d'héritage. Son héritage, donc il peut pas... Et il ne peut même pas remonter au-delà du bateau négrier, puisqu'on a coupé, on a tout fait pour qu'il ne puisse pas remonter aux origines. Donc il faut qu'il s'accepte en tant qu'Américain. Et parce qu'il va rencontrer les Africains, et parce que pendant son séjour de 10 ans, donc de 24 à 34 ans, en France, il va connaître quelque chose de fabuleux. Il va connaître la guerre d'Algérie, le début, donc le peuple algérien qui veut son indépendance. Il va connaître les indépendances, avec les pays africains qui commencent à se libérer. Il va connaître cette immense conférence... premier congrès des écrivains et artistes noirs qui a lieu à la Sorbonne en 1956, et où
tout ce qui compte comme intellectuel et en tant qu'écrivain se réunit à la Sorbonne, mais de tous les pays, de la diaspora noire. On a aussi bien le jeune Glissant que Césaire, oui, que Sangor. Qui était quand même très actif, lui, très actif. Très militant, très indépendantiste. Mais vous avez Haïti, vous avez... enfin, tout le monde est là. Tout le monde est rassemblé là pour se demander... Est-ce qu'il y a une seule culture noire ou s'il y en a plusieurs? Quelles sont les différences? Quelles sont les ressemblances? Et on voit que les Noirs sont en train de reprendre leur destin en main. Et quand il voit ça, il se dit, ça y est, j'ai écrit un bouquin, j'ai écrit... Si je reste en France, je risque quasiment de m'encrouter et d'être un traître par rapport au... Parce qu'aux États-Unis, dans ce même temps, commence bien sûr le mouvement des droits civiques avec Rosa Parks, avec le jeune pasteur Martin Luther King, qui est plus jeune que lui. Martin Luther King est né en 29, lui il est né en 24. Il l'appelle souvent son petit frère. Et donc il se dit, il faut que je retourne. Pour pouvoir être là, puisque finalement c'est un mouvement qui est là, et s'il n'est pas dedans, ça voudrait dire qu'il a été, comme tu disais tout à l'heure, il est un traître parce qu'il est en dehors, il regarde les événements passés, et peut-être venir en profiter une fois que tout le travail sera fait. Absolument, et c'est ce qui est arrivé pour Wright, Richard Wright, qui était venu à Paris peu avant. Il refusait de retourner aux États-Unis, et toute la culture noire l'a traité de traître en disant il s'occupe plus de questions internationales que de chez nous. Il avait quand même de très bonnes raisons de ne pas vouloir non plus retourner aux États-Unis. C'était pas la même génération, et voilà. Et Wright venait du sud, Baldwin venait du nord. Oui. Le nord qui peut être considéré un peu comme la France, hein. Discrimination invisible. Oui, voilà, on voit pas. Il y en a, mais... on voit, normalement, on peut être installé partout à New York, mais on sait très bien qu'on ne pourra pas l'être. On est concentré entre soi, mais il n'y a pas de racisme, genre... Mais Wright, lui, c'est un enfant du Sud qui a connu la ségrégation, qui a connu le lynchage, qui a connu tout ça. Mais Baldwin, il est justement de cette génération qui, parce qu'il est né dans le Nord, il fait partie de la première génération de Noirs massive à naître dans les villes du Nord. Tous les adultes à la naissance de Baldwin sont des exilés, des immigrés du Sud. Ils sont tous venus du Sud. Ils amènent avec leur nourriture, leur... Ils ont un petit peu fui le Sud pour pouvoir aller trouver de la tranquillité dans le Nord. Le mythe du Nord, qui vous ouvre les bras, où il y a moins de racisme, les Noirs y ont cru. Et les parents de Baldwin sont des sudistes. Baldwin disait toujours, si mes parents avaient attendu quelques secondes, je serais né dans le Sud. Voilà. Mais donc, quand il revient de Paris, il va faire une chose que je considère aussi de très courageuse, c'est qu'il va descendre dans ce pays qu'il ne connaît pas, le Sud. Ah, le vent, c'est Baldwin qui arrive. C'est Baldwin qui est arrivé. Jimmy est là. Et voilà, il va descendre dans le pays du Sud, qu'il ne connaît pas, le pays du cauchemar, le pays de ses parents, le pays de l'esclavage. Et il va aller voir ce qui s'y passe. Comment les Noirs réagissent, qu'est-ce qui se passe réellement. Ils vont faire des cauchemars. Parce qu'un Noir du Nord n'est pas supposé fermer la bouche devant un Blanc, etc. Lui, en plus, il vient de Paris, il a parlé ouvertement à Saint-Germain-des-Prés. Et là, pour ne pas risquer la vie des Noirs du Sud, il est obligé de se mettre dans les pas du Noir du Sud. Et donc de se contenir, Et c'est pas sa nature. Et ce n'est pas sa nature. Et tout ça va rejaillir dans des essais magnifiques sur le Sud. Il va aller voir le jeune pasteur, donc King. Il va lui demander ce qu'il peut faire. Et King dit, de Martin Luther King, bien sûr, qui va lui dire, écoute, fais ce que tu sais faire le mieux. Écris, témoigne, parle de nous. Dis ce que tu vois, et c'est ce que Baldwin va faire pendant 10 ans. Il va parler de ce qui se passe, que veulent les Noirs, demander à James Baldwin. Il va passer sur tous les plateaux, il va vous faire un livre en 63, qui est son chef-d'œuvre, qui s'appelle La prochaine fois le feu, qui est, s'il y a un livre à acheter de Baldwin, c'est celui-là, déjà parce que c'est le plus important, mais aussi c'est parce que c'est celui qui vous donnera envie de tout lire. Et dans ce petit livre qui est un plaidoyer au rapprochement des races, il y a cette petite lettre qu'il a écrite au tout début. En fait, le livre est constitué de 2 essais. Une première lettre, c'est une lettre à son neveu qui porte le même nom que lui, et qui apparemment
il a 14 ans, il commence à avoir cette rage qui monte dans chaque noir qui découvre le pouvoir blanc dans le monde. Et son manque de pouvoir, donc son manque d'avenir. Et donc j'imagine que les parents de Baldwin lui ont demandé, est-ce que tu peux écrire, toi en tant qu'intellectuel, toi en tant que penseur, peux-tu écrire à ton neveu pour lui expliquer un peu qu'il ne faut pas qu'il tombe dans l'amertume, dans la haine, dans la faim. Et donc ce petit essai que je me propose de vous lire, on le fera tout à l'heure. non, mais que je vous propose de lire pendant l'émission, est magnifique. Est tellement magnifique que Ta-Nehisi Coates, je ne sais pas si tu connais, c'est un auteur américain qui a écrit l'année dernière Une colère noire, qui a fait un malheur partout, en anglais Between the World and Me. En film, apparemment. Voilà. Et Ta-Nehisi Coates reconnaît qu'il doit toute l'influence de son bouquin à cette lettre à ce neveu. Parce que pendant ce livre, Une colère noire, c'est le père, Ta-Nehisi Coates, qui parle à son fils par rapport au meurtre qu'il y a eu depuis 2-3 ans aux États-Unis, les corps noirs tués par les policiers blancs. Et donc, il s'est servi de Baldwin, de sa manière de parler à son neveu, pour lui parler à son fils. Et Toni Morrison, en exergue, elle l'a mis une phrase pour Ta-Nehisi Coates en disant « Je désespérais depuis la mort de Jimmy, donc son ami Jimmy Baldwin, d'un successeur. Ça fait 30 ans que je me demandais qui se prendrait le bâton. Et je pense que c'est vous, Ta-Nehisi Coates, qui le faites. C'est pour vous montrer que même aujourd'hui, il y a des gens qui attendent encore Baldwin. » Parce qu'il a quand même, il a marqué, il a laissé une empreinte indélébile. Oui, mais de plus en plus qui disparaît, qui a tendance à disparaître. Il n'y a pas assez de gens pour le porter. Voilà. Il n'y a pas assez de gens, d'où l'intérêt du collectif. Parce que si le collectif est là, même si le collectif n'agit pas en profondeur aux États-Unis, mais le collectif agit ici parce que c'est vrai que le restant de sa vie, il a passé ici. Et les choses les plus belles ont pris naissance ici aussi. Voilà. Donc, quelque part, c'est maintenant monter au créneau ici pour que bon nombre des Noirs, parce que ça s'adresse quand même s'il avait fait l'échange et le partage des gens à travers l'amour, c'est quand même au peuple noir qui s'est le plus adressé. De plus en plus. Il s'est adressé au peuple noir. Donc quelque part, il faudrait faire en sorte que les Noirs d'ici prennent conscience encore une fois, de l'héritage qu'a laissé Baldwin. Et Baldwin, c'est Aimé Césaire, c'est Frantz Fanon, c'est Langston Hughes, c'est Paul Robeson, c'est Marian Anderson, c'est Richard Wright. Baldwin, c'est la personne qui a décidé de porter sur son dos cet héritage que personne ne veut et qui pourtant, il sait qu'il y a une chance pour le monde. Parce que cette endurance du peuple noir qui fait qu'on est encore ici, malgré tout ce qu'on a traversé, est une chance pour le monde entier. D'où vient cette résistance, d'où vient cette endurance? Parce que c'est peut-être les Noirs les seuls qui vont rester sur Terre. Peut-être, ou peut-être pas, mais on sait d'avance qu'on a traversé l'enfer et qu'on n'a plus peur. Moi, la crise de celle que l'on est en train de traverser, grâce à mes aînés, je sais que je la traverserai. Là n'est pas le problème. Je peux manger, je peux me nourrir de rien, je peux... L'important, avant tout, c'est de ne pas enfoncer les possibilités au point où il n'y aura plus d'espoir pour personne, où chacun se retournera contre l'autre. Le premier devoir, et ça me rappelle ton invité que tu as eu avant, le premier devoir, c'est l'estime qu'on a à ses propres yeux. Et si Baldwin met en avant cette histoire noire, vraiment, c'est parce qu'il a vu tellement de gâchis autour de lui, des jeunes qui se sont détruits à la drogue, à l'alcool, à la bagarre, qui se sont suicidés juste parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient aucune valeur et aucun avenir, et il a pensé que c'était criminel. Et lui, qui était l'aîné d'une famille de 8 enfants, en tant qu'aîné, il s'est dit, je ne peux pas moi-même tomber dans cette amertume, dans cette colère, dans cette rage. Il faut que je montre le chemin à mes frères et sœurs. Il faut que je leur montre que la vie vaut le coup malgré tout. Et que toutes les rencontres que Baldwin a fait, de Marlon Brando qu'il a rencontré à 17 ans, quand ils étaient tous les deux rien du tout, ils se sont suivis toute leur vie. Cette amitié, Marlon Brando, James Baldwin, est l'une des amitiés les plus belles qu'il faudra qu'on raconte un jour, parce que même Marlon Brando, qui est mort 20 ans après, a dit, la personne qui me manque le plus, c'est Jimmy.
Jimmy qui m'expliquait le monde, qui m'expliquait ce qu'était un noir, ce qui m'expliquait pourquoi les Indiens. Et grâce à lui, j'ai eu l'impression d'avoir une valeur. Avec la vie et le monde. Oui, et d'avoir une connaissance, parce que, en fait, il y a le langage prédominant, le langage majoritaire qui vous écrase, et votre histoire à vous, qu'on vous demande, soit par assimilation, soit par intégration, de mettre de côté pour mieux vous intégrer, ou pour mieux réussir. Oui, pour mieux vous dominer. Et c'est en fait une question de domination, c'est une question de... Je sais que ton histoire me renvoie à une culpabilité, je ne la supporte pas, tu ne peux pas t'effacer, tu ne peux pas te passer à l'eau de Javel. Alors ce que tu peux faire, c'est une autocastration, ça veut dire que tu vas essayer d'oublier, ou au moins de ne pas la faire peser, et de prendre, commence à être nos Gaulois, de prendre le Massif central et les Alpes comme paysage mental. Voilà, et tu oublies tout ça. Ma mère me disait que quand elle était jeune, elle est de 38, elle me disait quand elle était jeune, elle connaissait plus, elle était de Fort-de-France, elle connaissait plus les Alpes et le Massif central que les montagnes à côté d'elle. Mais quelle horreur! Ça veut dire que même si elle doit apprendre cette histoire du Massif central, c'est une richesse et non une annulation. Et le fait de faire croire qu'on ne peut avoir qu'une seule histoire et pas deux, c'est un crime. On peut en avoir 10, 30, 40, on peut s'intéresser à la Chine du 1er siècle, on peut s'intéresser à la Russie de l'époque de Tolstoï et de Tchekhov, moi en tant que metteur en scène. On peut s'intéresser à tout, mais la première histoire qu'il faut connaître, et je travaille aussi avec les jeunes dans mon quartier du 14e, des Congolais, des Maliens, et tout ça, je leur dis, est-ce que vous avez interrogé vos pères et mères pour savoir d'où ils viennent? Pourquoi ils sont là? Non, ça ne m'intéresse pas. Ils ont 15-16 ans, ils ont créé une culture qui est une culture hip-hop, qui est bien, hein. Il faut quand même qu'ils aient quelque chose pour se battre. Mais ils savent très bien qu'ils ne sont pas français, parce qu'ils sentent bien qu'il y a des codes qu'ils ne connaissent pas. Mais la culture de leurs parents, qui ne parlent pas bien français, qui ont des petits boulots, ne les intéresse pas, parce que c'est la réussite. Donc, je leur demande, mais vous ne savez même pas pourquoi vos parents sont là? Vous ne leur avez même pas posé la question? À quel âge ils sont arrivés? C'est aussi le fait que les parents ont tellement envie de discuter ça. Il y a cette chose, cette sensation de ne pas être à sa place. Ouais. Parce que quand vous quittez chez vous, vous venez chez l'autre, vous avez cette sensation de ne pas être à votre place. Et n'étant pas à votre place, vous faites profil bas tant à la maison qu'à l'extérieur. Donc les enfants n'ont pas le droit de savoir, on ne va pas leur dire. Ils vont grandir et on espère simplement qu'ils seront des gens qui auront réussi, bien équilibrés. Mais en fait, on n'est jamais bien équilibré. On peut réussir, mais on aura toujours... On n'est jamais équilibré. Et on sera toujours bancal. On pourra le cacher, mais ça ressortira au moment les plus importants pour soi. Ça veut dire face à l'amour, justement, face à l'autre. On criera son identité. On criera son identité parce qu'on n'aura que ça et qu'on nous aura marché tellement dessus, on ne l'aura pas vécu pleinement et sereinement, qu'il suffit que l'autre, qui est peut-être pas de la même couleur ou pas de la même identité, vous fait une petite critique et hop, ça prend des proportions gigantesques. Et puis ce que tu dis sur les parents est vrai, mais n'oublie pas que, enfin moi les parents que je connais, eux ils ont ce mythe du retour. Ça veut dire que les enfants, on ne leur dit rien sur notre passé, on ne leur dit rien sur notre présent, mais on leur dit, vous allez retourner avec nous, on fait une maison pour que vous y retournez. Et l'éducation à la maison se fait à la mode du pays. Alors qu'ils ne sont pas préparés parce qu'ils n'ont rien. Et les enfants, pas la culture. Et les enfants n'ayant ni la culture d'ici, ni la culture de là-bas, eh ben, ils vont s'enfermer dans une culture autre, c'est la culture de la rue, culture des... Et c'est ça. Et ils se l'approprient parce qu'ils ont besoin d'une famille, ils ont besoin d'une force. Les parents ne leur parlent pas beaucoup, ne peuvent pas leur parler, ne peuvent pas les aider en classe. Donc, il y a, plus l'enfant il grandit, plus un mépris de l'enfant. Il y a un fossé, il y a des fois du mépris de l'enfant par rapport à son père qui n'a pas réussi comme les autres. Donc, est-ce qu'il ne valait pas le coup? Est-ce que moi, je ne serais pas mieux que mon père? Donc, les conflits sont innombrables. Moi, j'invite les enfants, et c'est pour ça que je dis que cette petite lettre qui dure pas longtemps, j'espère que les auditeurs écoutés la trouver, parce qu'elle vous parlera. On va la lire. On va lire cette petite lettre, parce qu'il est 16h55. Ça file. Je voulais vraiment que tu me parles
petit peu, que tu nous parles un petit peu de l'événement qui devait se produire, mais qui a été donc déprogrammé. Mais bon, tu nous fais la lettre et puis on va aller sur donc la lettre. Parce qu'il y a eu le film de Raoul Peck, I Am Not Your Negro, qui est un documentaire, il a mis 10 ans à le faire. Ça fait un malheur aux États-Unis, en Angleterre, au Québec. Il devait passer sur Arte le 1er mars, donc demain, chez nous. Et il a été déprogrammé parce que, bon, c'est un malheur qui est un bonheur aussi. Il a été nominé aux Oscars, qu'il n'a pas eu, puisque c'est l'affaire O.J. Simpson qu'il a eu. Mais il fait un malheur pour un documentaire. Il a fait une recette de 3 millions en 3 semaines. On rajoute des salles de projection, etc. Donc, il a été déprogrammé, mais on a une nouvelle date, c'est le 2 mai. À 20h50 au lieu de 22h30, qui est encore mieux. Déjà mieux. Donc notez bien, I Am Not Your Negro, le 2 mai, sur Arte. Ah, je ne suis pas ton négro? Je ne suis pas votre nègre. Je ne suis pas votre nègre. C'est un super titre, j'aurais aimé le trouver. Non, c'est vrai, à quelqu'un, excuse-moi, je ne suis pas ton nègre. Je ne suis pas ton nègre. Ça veut tout dire. Mais je suis pas ton nègre peut être interprété de deux manières. Je ne suis pas celui qui écrit ton bouquin pour te faire devenir riche et puis moi je suis dans la merde. Donc l'antillais qui n'a plus, le noir qui n'a plus d'estime de lui, mais qui fait tout pour l'autre parce que peut-être qu'en écrivant il se dit je ne pourrai pas avoir un best-seller. Alors qu'il c'est fort possible puisqu'il en prend un pour l'autre donc ça peut être réalisé. Ou je ne suis pas ton noir, ton nègre, par rapport à... C'est parce que je suis noir que tu dois me traiter de noir. Absolument. Et à la fois, c'est toujours la thèse de Baldwin qu'il dit tout le temps, le nègre n'existe pas. Vous avez inventé le nègre parce que vous aviez besoin d'un bouc émissaire. Posez-vous la question, vous les blancs, pourquoi il vous a fallu créer le nègre? Et vous comprendrez ce qui ne va pas dans votre histoire. Je sais que je ne suis pas un nègre. Je l'ai toujours su, je sais ma valeur, je sais que mes parents ne sont pas des nègres, et pourtant vous vous ingéniez à nous appeler nègres. Donc posez-vous la question, si moi je ne suis pas le nègre, et que vous vous ingéniez à vous poser la question, souvent vous jetez les choses sur les gens qui sont vous-même, en miroir. Donc c'est peut-être vous les nègres. Et c'est génial, cette manière de Baldwin. Mais je vous invite à le lire. On en reparlera sûrement, je viendrai te voir. Mais j'aimerais vous lire cette lettre parce qu'elle est magnifique. Alors, je vais essayer de la lire rapidement parce qu'elle est courte. On a 3-4 minutes. Donc vas-y. On lit-la bien pour qu'on comprenne et qu'on ait... Donc la prochaine fois, le feu, The Fire Next Time, James Baldwin, 1963. Ce livre-là a été un succès mondial. Lui a valu la couverture du Time Magazine en faisant... l'Américain le plus célèbre de son époque. J'enlève mon chewing-gum, c'est... Voilà. Mon cher James, voilà 5 fois que je commence cette lettre et 5 fois que je la déchire. Constamment, je vois ton visage, qui est aussi le visage de ton père, mon frère. Comme lui, tu es coriace, sombre, vulnérable, ombrageux, avec ce qui pourrait très bien passer pour un côté querelleur, parce que pour rien au monde, tu ne voudrais pouvoir être pris pour un lâche. Peut-être en ceci ressembles-tu à ton grand-père, mon père, je n'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est que ton père et toi-même lui ressemblaient beaucoup physiquement. Quoi qu'il en soit, ton grand-père est mort, ne vous a jamais connu, et sa vie était misérable. Il avait perdu la partie longtemps avant de mourir, parce qu'au fond de son cœur, il croyait vraiment ce que les Blancs disaient de lui. C'est à cause de cela qu'il devint un tel saint. Ton père t'a certainement parlé de tout cela. Ni toi ni ton père ne manifestaient de fortes tendances à la sainteté. Vous appartenez véritablement à une autre époque. Être le produit de cette migration des Noirs vers le Nord, vers ce que feu Eugène Franklin Frazier appelait les cités de destruction. Tu ne seras détruit que le jour où tu croiras vraiment être ce que les Blancs appellent un nigueur. Cela, je te le dis parce que je t'aime et s'il te plaît, ne l'oublie jamais. Je vous ai connus tous les deux depuis votre naissance. J'ai porté ton père dans mes bras et sur mes épaules, l'ai embrassé, lui ai donné des fessées, l'ai vu faire ses premiers pas. Je ne sais pas si tu as jamais connu quelqu'un de cette façon. À aimer quelqu'un peut-être pendant aussi longtemps. D'abord le nourrisson en lui, puis l'enfant en lui, puis l'homme en lui. On acquiert une notion particulière du temps, de la peine, de la misère des hommes. Les autres ne peuvent pas voir ce que je vois quand j'observe le visage de ton père, car derrière le visage qu'il a maintenant sont tous ces autres visages qui furent les siens. Qu'il rit, et je vois une cave dont ton père ne se souvient pas, et une maison dont il ne se souvient pas, et j'entends dans son rire d'enfant d'aujourd'hui son rire d'enfant.
qu'il pousse un juron, et je me rappelle le jour où il est tombé dans l'escalier de la cave, et les hurlements qu'il poussait, et je me rappelais douloureusement ces larmes que ma main ou celle de ta grand-mère séchait si facilement. Mais aucune main ne peut sécher les larmes invisibles qu'il verse aujourd'hui et qu'on entend quand il rit, quand il parle, quand il chante. Je sais ce que le monde a fait à mon frère et combien peu s'en est fallu qu'il en meure. Et je sais ce qui est bien pire encore, et c'est là le crime dont j'accuse mon pays et mes concitoyens et pour lequel moi-même, ni le temps, ni l'histoire ne leur pardonneront jamais. Je sais qu'ils ont détruit et détruisent des centaines de milliers de vies et qu'ils l'ignorent et veulent l'ignorer. Donc voilà, je ne peux pas lire tout parce qu'on arrive au terme, mais dans cette petite lettre, il prévient son fils qu'il ne faut pas qu'il tombe dans la haine, qu'il est chez lui ici, et que ces hommes-là, qui sont ses frères, sont perdus, et qu'il ne faut pas qu'ils tombent dans la haine, il faut simplement qu'il leur ouvre les yeux et leur montre qu'ils sont dans une erreur fatale et pour le monde. Parce que bien sûr, les États-Unis, le problème, c'est que c'est le seul pays au monde qui a eu cette connivence et ce rapprochement si précoce entre noir et blanc. Et sur un même territoire qui ne leur appartient pas, puisqu'il appartient aux Indiens. Et donc, ils se sont retrouvés tous sur le même territoire. Donc, c'est un territoire métis dès la base. Et que cette expérience noir-blanc, malgré qu'elle ait mal commencé, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils peuvent rectifier les erreurs, peut être une chance pour leur monde, pour montrer qu'on peut vivre en bonne intelligence tous ensemble. Mais qu'en 2016, on en soit encore à tirer dans le dos de noirs, etc., vous montre qu'il y a beaucoup plus loin, il y a beaucoup plus que de la bonne volonté dans l'histoire. Il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts de banque, il y a des intérêts de religion qui viennent mettre leur pression. Et c'est ça qui est grave, c'est que Baldwin, qui est mort il y a 30 ans, est mort en essayant de résoudre un problème. On peut presque dire qu'il est mort pour rien. Il l'est quasiment, et c'est ça qui est assez douloureux. On a l'impression que toute cette génération est morte pour rien et que nous-mêmes, ne les connaissant pas, on va réinventer la roue, on va repartir au tout début au lieu de prendre le témoin et d'aller en avant. Et moi, ça me désespère, parce que nos enfants, ils n'ont pas besoin de retourner à Louis Armstrong ou au truc. Louis Armstrong avait sa place, et pour moi, c'est l'un des plus grands. J'ai des disques à la maison, etc. Mais il a eu une époque où il a été obligé de sourire, etc. Et Baldwin, il a dit, c'est bon. On a eu un Louis Armstrong, vous n'allez pas en 1960 nous reproposer un Louis Armstrong. Sinon, là, je vais montrer les dents et je vais devenir très méchant. Il faut encore une fois que le travail du collectif arrive aux oreilles et aux yeux de la communauté noire, puisque c'est pas... ce travail-là n'est pas pour la communauté blanche, même s'il y a un mélange de genres, un mélange de races à un moment donné, mais c'est quand même et avant tout un travail pour la communauté noire, et c'est de la communauté noire de répondre présent et de s'y intéresser de très très près. Est-ce qu'éventuellement, vous avez parlé qu'il n'y a pas possibilité de faire des projections? Ah non, mais on est en train de préparer tout ça, d'autant plus que 2017, c'est l'année de la disparition de Jimmy. Il est mort en 87, donc à la fin de l'année, le 30 novembre, verra l'anniversaire, le 30e anniversaire de sa disparition chez nous. Donc nous, on est en train de préparer tout ça. On va faire des pré-projections du film I Am Not Your Negro. On va faire des lectures. On va surtout essayer d'inviter les nôtres à venir voir les projets qui leur sont proposés de leur communauté ou de la diaspora. Parce que ça fait 20 ans que je suis metteur en scène et acteur, et malgré que j'adore ma communauté, j'ai des fois envie de leur crier dessus, en leur disant, venez nous voir, venez nous soutenir, venez, n'allez pas voir que de la musique, n'allez pas voir que de la mode, venez écouter des grands textes, venez entendre de la pensée, et venez entendre aussi acheter des ouvrages, parce que ces ouvrages-là, nous on aimerait bien les porter en édition, parce qu'on a des ouvrages, hein. Il y a des ouvrages qui méritent d'être ressortis, qui sont des trésors. Mais qui va les acheter? Alors si c'est pour se ruiner à essayer d'ouvrir des choses que personne n'achète sauf les blancs, il y a quelque chose qu'il faut que l'on comprenne et que l'on s'ouvre dans son esprit. C'est que si on veut que ça marche, si on veut que nos enfants puissent
faut s'y intéresser. Et il faut faire un effort. Et je sais que c'est pas facile et qu'on va tout faire pour que ces efforts-là deviennent des joies et des plaisirs. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on a, nous, une adresse collective, collectif James Baldwin, enfin collectifbaldwin.fr, c'est simple, en un mot, collectifbaldwin.fr, vous vous abonnez, vous vous adhérez, vous aurez tous les renseignements, on est très actifs sur Facebook, on ne peut inviter personne puisqu'on est déjà à 5000, mais on va battre vraiment le pavé pendant toute l'année avec des manifestations, avec les Américains, avec les Anglais, avec les Québécois, mais soyez au courant des anniversaires. Là, nous allons nous quitter. La semaine dernière, je voulais juste dire que Sidney Poitier venait d'avoir 90 ans. Demain, 1er mars, Harry Belafonte a 90 ans. Essayez d'écouter leur art, d'aller voir leurs films. Vous pouvez les avoir pour rien, en DVD, en CD. Ce sont des grands. Des grands. Très bien. Sur ces bonnes paroles et sur cette invitation motivée de Samuel Légitimus pour le collectif James Baldwin. Samuel, je te remercie énormément. Moi, je te remercie de m'avoir invité. On essaye de se retrouver pour suivre les avancées en ce qui concerne la diffusion du film et puis tous les projets à venir jusqu'à la date d'anniversaire au mois de novembre. Ça roule. Merci beaucoup. Gros bisous. Bye. Écoutez, vos dédicaces d'aujourd'hui, vous les aurez demain. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Restez connectés sur le www.radio-musique. Il est 17h06 et 34 secondes. Désolé pour le retard, mais je vous le rendrai au centuple. Bisous à tous. Au revoir.